Alors donc nous allons continuer dans le cadre du bistrot du complot nos entretiens sur la question fondamentale, c'est des principes qui font les sociétés, des principes qu'on pourrait ignorer à une certaine époque et qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que en fait, quand on parle de questions sociales, forcément on tombe sur le mot socialisme. Le mot socialisme, en fait, c'est une forme de communisme atténué, donc nous allons un petit peu fouiller dans l'histoire, puisque on voit très bien aujourd'hui, on pouvait ignorer peut-être à l'après-guerre ce qu'allait être le monde d'aujourd'hui. Il y avait une opposition d'un bloc communiste avec un bloc soi-disant capitaliste libéral. Cette pantomime était assez curieuse parce que on a découvert avec le temps particulièrement que cette pseudo-opposition était vraiment une marque de fabrique qui en fait cachait, on va dire, un objectif commun qui était propre à ceux qui entretenaient les deux camps. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'après la chute du mur de Berlin, les Américains ont inventé un nouvel ennemi qui était le terrorisme. Tout ça pour nous emmener vers une utopie évidente qui est un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, on ne peut pas dire qu'il n'a pas une idéologie. Cette idéologie, elle est assez simple à percevoir aujourd'hui, puisque si avant on a vu des révolutions, si on a vu des guerres, qu'on aurait l'excuse de ne pas avoir compris, on voit très bien aujourd'hui que le communisme qui domine sur la moitié des habitants de la planète, n'est-ce pas, et le fameux libéralisme qui est d'un autre côté, pour deux raisons totalement différentes, on va dire, mène vers une même direction, qui est, je dirais, qui est vraiment la doctrine du communisme pur, telle qu'elle a été édictée dès la Révolution française et que Gabin va reprendre jusqu'à aujourd'hui, qui est que on se retrouve avec des inégalités inexcusables, on va dire. Alors vous prenez par exemple le cas de l'Afrique où effectivement on a agité les idées, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il n'y avait que des présidents fantoches qui étaient au service des cartels, par exemple, qui permet de piller toutes les matières premières de l'Afrique, quelles que soient les formes de gouvernement et quel que soit le nombre de fois qu'ils se sont réclamés pour une justice, pour l'égalité, pour ceci, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe toujours sur une masse de gens dans la misère, alors particulièrement en Afrique, n'est-ce pas, mais on a le même phénomène quand on jette un œil sur l'Asie, où on voit par exemple un pays comme l'Inde, qui est quand même le plus peuplé au monde. 80% de la population est dans la misère, pourtant il y a une forme de soi-disant capitalisme. On voit bien M. Mittal qui se permet d'acheter des usines et de virer des ouvriers français. On peut voir le même dualisme où on voit par exemple la Chine qui soi-disant est communiste et où apparaissent des fortunes, des milliardaires et toujours une masse prolétarienne, comme par hasard, au service de quelques maîtres. C'est la même chose en Russie. Quand on vivait la Russie à l'époque, avant la chute du mur, avant la fameuse perestroïka, qu'est-ce qu'on voit? On voit une classe privilégiée et une masse d'esclaves. Et aujourd'hui, en Occident, on voit très bien que cette crise qui a été inventée par les banquiers, n'est-ce pas, eh bien, amène quoi? Un paupérisme où, dans le pays le plus confortable de l'histoire de l'humanité, le plus riche, techniquement le plus avancé, eh bien, on renvoie les masses à un esclavage, on dira plus hémopathique, un peu à la Aldous Huxley, où il nous prévoyait déjà il y a 50 ans
qu'on nous mettrait des chaînes qu'on demanderait avec des moyens qui sont tout simplement une bouffe, des médicaments qui correspond un petit peu à tous les scandales qu'on voit actuellement. Du côté des États-Unis, on se retrouve avec 50 millions, une misère, 50 millions de personnes à la soupe populaire, une richesse insolente chez certains, où on voit par exemple le fondateur de Facebook qui en quelques années arrive à se classer 30e richesse mondiale, et qui en même temps monte un réseau qui bétifie les masses, tout pareil, et qui les contrôle. On prend l'Amérique du Sud, où on dominait également les doctrines communistes, mais bon, ils appellent ça social également, donc le lien entre le communisme et le socialisme est assez consanguin de toute façon. C'est la manière, on dira, un petit peu, je dirais, plus convenable d'expliquer aux gens qu'on va faire leur bonheur malgré eux. Donc, où l'État, en fait, décide tout, donc que ce soit aujourd'hui dans un monde communiste ou que ce soit dans un monde capitaliste, on en arrive où du côté soi-disant libéral? Eh bien, on met des impôts et des impôts et des impôts, et c'est l'État qui décide de ce qu'il va faire de cet argent. En l'occurrence, on a tellement d'argent qu'il a inventé des dettes, et que de ces dettes, ça lui permet carrément de maintenir ces populations dans un état de paupérisme affligeant, où, à la différence de certains pays du tiers-monde, tout simplement, on vous donne le minima pour que vous vous taisiez, des jeux et du pain. Donc en fait, cette idée de communisme, socialo-communisme, en fait est indéniablement, on va dire, la doctrine imposée au monde entier, quelles que soient les formes de gouvernement aujourd'hui. La démonstration est facile à faire. Tous ceux qui peuvent regarder ça avec un œil, je dirais, libéré des contingences de partis qui n'en sont pas. La droite, la gauche, ça n'a jamais existé en France. Comme disait Marie-France Garot, on a d'un côté, je dirais, une classe dominante et très petite, des serviteurs qu'on met en politique, des appôts, des illusions. Alors on va vous fabriquer des dieux, les dieux du stade, les dieux du cinéma, les dieux du showbiz, qu'on vous mettra en avant en vous disant, voyez, vous pouvez y aller, c'est pour ça que vous avez des millions d'abrutis qui vont dans des jeux complètement débiles, Secret Story, Star Academy, j'en passe. Voilà, ça c'est l'illusion, c'est pour vous dire, voyez, vous pouvez être quelqu'un dans ce monde-là, c'est important, c'est l'illusion, de toute façon, eux ils s'en foutent. La masse, il faut que la masse soit bétifiée et soit laïcisée, puisque de toute façon, le laïcisme, c'est quelque part un petit peu en même temps, comme par hasard, la religion de tous les dialecticiens du communisme. Hein. Ils veulent pas, et c'est ce qui fait un petit peu l'opposition justement avec le monde musulman aujourd'hui, où l'idée communiste passe pas, donc on fait à ce moment-là des révolutions, et parce que ça manque de laïcité, etc., etc. Ils n'ont pas ce problème-là actuellement avec l'Occident chrétien, qui n'a plus rien de chrétien, puisque en fait, de toute façon, je veux dire, le christianisme, c'est foi, espérance, charité. Il n'y a plus de charité, c'est normal, il y a de la fraternité, on sait avec qui elle est, puisque dans la crise financière, tous nos gouvernements ont ruiné tout leur peuple pour renflouer les banquiers. C'est la fraternité libérale, et les banquiers ont financé tous les groupes, toutes les écoles de formation de vos élites intellectuelles, qui sont absolument toutes communistes. Vous prenez, aujourd'hui on encensera toujours des Jean-Paul Sartre, des Aragon, des gens de ce calibre-là, des fois des pires comme Heidegger, mais toutes ont une même dialectique qui est, je veux dire, le bonheur des peuples malgré eux. Donc ce bonheur des peuples, c'est soi-disant une espèce de doctrine sociale qui a commencé
à apparaître sous la Révolution française. On va commencer donc avec Gabin, qui va nous expliquer un petit peu où sont nées ces idées d'égalité, de fraternité, qui sont la forme, la forme primaire de ce communisme qui petit à petit s'est transformé en doctrine universelle, on va dire. Bon, on va reprendre deux faits de la Révolution à travers deux personnages que sont Robespierre et Babeuf. Alors pour revenir sur l'idéal démocratique, hein, elle va être inscrite dans la Constitution de 1793 faite par Robespierre, qui reprend en fait tous les idéaux décrits par les encyclopédistes d'une part, de Rousseau, Diderot, d'Alembert, etc. Et qui, en même temps, qui a un mélange des idées des illuminés de Bavière, hein. C'est-à-dire où on des loges maçonniques. Des loges maçonniques, où on veut concrètement que l'État s'empare de tout. C'est-à-dire que la propriété privée est abolie, l'héritage est aboli, etc., etc. Donc à partir de 1793, quand Robespierre va arriver au pouvoir en 27 juillet 1793, où il va inspirer déjà la mise en place du comité de salut public, où il en prendra la tête donc en juillet. Et Robespierre, en fait, il va imposer par la force cette société égalitaire, donc dans lequel on va développer la haine du riche. On va expliquer aux masses que pour qu'il y ait une république égalitaire, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité, c'est-à-dire que... Voilà. Un partage des richesses. Voilà. Mais le problème, c'est que cette égalité peut se faire par le haut, c'est-à-dire que tout le monde est riche, ou par le bas, tout le monde est pauvre. Et que le problème, c'est qu'en général, les masses sont tous alignés sur la pauvreté, voilà, et pas sur la richesse. C'est un alignement par le bas. Exactement. Et comme par hasard, chaque fois, et comme on l'a vu partout, cette utopie de partage, il est très très beau. Le problème, c'est que c'est oublier que en fait le mérite, les gens ne peuvent pas être égaux parce qu'il y aura toujours des gens qui seront travailleurs et industrieux, qui arriveront toujours à dépasser certains qui sont un peu moins besogneux ou qui n'ont pas été dotés par la nature d'une intelligence ou d'un père qui est né avec un peu d'argent pour l'aider. Mais pour que cette société égalitaire puisse exister, il faudrait déjà, à la limite, c'est là la première stupidité, imaginer que un père qui a eu quelques fortunes dans les affaires, dans le travail, on va dire honnêtement, puisse dire, eh bien mon fils, tu vas pas en profiter finalement. Non, parce que vu qu'on abolit l'héritage de cette façon, voilà. À partir du moment où quelqu'un meurt, c'est l'État qui est censé récupérer toutes les richesses qu'avait créées l'ancêtre, soit un artisan, que ce soit un boutiquier. Donc en fait, les premières victimes de la terreur, ça va pas être les nobles. Non, ils vont partir. Ça sera ni les religieux forcément, mais ça sera le peuple. Dans un ouvrage de Louis Blanc, qui est un socialiste qui a inspiré la révolution de 1848 notamment, il dit clairement qu'à Paris, il y a eu 2800 victimes sous la terreur, il y a environ 500 aristocrates et membres du clergé, alors qu'il y a 2000 membres du peuple, que ce soit ouvriers ou que ce soit des commerçants, de petites bourgeoisies. Donc dans cet idéal, quand même, on va, que j'ai dit tout à l'heure, dans la Constitution de 1793, on fait toujours rimer démocratie avec bonheur. C'est inscrit dans la Constitution de 1793, hein, tout le monde peut aller voir. La consulter. Donc voilà. Donc cet idéal, il est opposé forcément à tout ce qui se passait dans l'Ancien Régime. C'est-à-dire, on va être contre la religion. Donc pour contrer la religion, on va mettre en place le culte des lettres suprêmes. La déesse raison, voilà. L'arbre de la liberté. Voilà, toutes ces fêtes qu'on va instaurer. On va inventer une religion, quoi. On invente une nouvelle religion, hein, toujours dans l'illusion, bien sûr. Une religion égalitaire, soi-disant. Égalitaire, comme si l'égalité, on pouvait la fabriquer, puisqu'on déclare que les hommes sont égaux, alors que... Naissent libres et égaux. Naissent libres et égaux, ce qui est une absurdité complète. C'est strictement impossible, et ça ne l'a jamais été, ça n'a jamais existé. C'est une utopie totale. Et l'État décide que lui va la créer, cette égalité, avec des hommes différents. Voilà, donc on reprend l'État
doit être le point central d'une société, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour l'État. De cette façon, normalement, tout le monde devrait être égaux. Voilà. Égal, pardon. Égal. Et l'État repartage. Voilà. Et donc c'est là où c'est pour ça qu'on a pris ce point d'appui de la terreur, parce que c'est la première fois, on ne parle pas de communisme encore, mais on va instaurer quand même le principe de la lutte des classes, la dictature du prolétariat. On n'emploie pas encore ces termes, mais la base, elle est là. C'est-à-dire qu'on monte les gens les uns contre les autres, soi-disant pour une société égalitaire, mais dans le but final, c'est quand même d'instaurer cette religion d'État. C'est la religion d'État. Le marxisme est une religion. C'est une religion. Donc la terreur, ça va être mise en place en très peu de temps. Donc pendant un an, on ne parle pas des massacres, on ne parle pas de tout ce qui s'est passé à travers les tribunaux révolutionnaires. C'est dans l'histoire, tout le monde le connaît. Alors, Babeuf va dire dans des discours, dans le Cri du peuple, Tribun du peuple, où il a créé ses journaux avec son fils, il explique toujours que pour prendre le pouvoir, il y a besoin de violence. Et c'est là l'autre point central du communisme, c'est qu'on doit imposer les nouvelles idées par la violence. Alors on l'explique pas comme ça au peuple, bien sûr, parce que sinon, les gens sont pas bêtes. Hein. Non. On va pas se faire tuer pour un idéal qui ne nous concerne même pas en plus. Voilà. Et petit à petit, donc, pendant la terreur, on voit que on va essayer de diminuer la population. C'est ce que Babeuf appelle le grand secret de la Révolution française. Voilà. Alors ça dépend des écrits qu'on trouve, on pense que dans leurs idées, on doit réduire la population française d'au moins un tiers. Donc, on était 25 millions à l'époque. 25 millions, donc on doit tuer 8 millions de personnes pour instaurer cette égalité. Alors de là... Le problème c'est que souvent, ceux qui s'imaginent qu'ils vont profiter de l'égalité vont passer à la trappe de la guillotine. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème de ce genre de radicalisme, c'est que souvent ils se retournent même contre ceux qui l'ont pensé. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à voir que l'utopie est tellement impossible qu'elle va se retourner contre elle. Et régulièrement d'ailleurs dans les révolutions, les premiers enragés finissent tous morts, guillotinés, fusillés. Je sais plus qui, c'est Churchill, non, je sais plus qui parlait des crétins utiles. Les crétins utiles, Churchill en a beaucoup parlé, de toute façon. Donc Robespierre, entre guillemets, en est un, puisque lui, même s'il faisait partie de la franc-maçonnerie, il était... C'est un idéaliste, C'était surnommé l'incorruptible, parce qu'on... il n'était pas à vendre, puisqu'il était idéaliste, donc il avait des idéaux. On regarde ses discours, etc. On voit très bien qu'il avait des idéaux, qu'il voulait les appliquer, qu'il s'est rendu compte que pour les appliquer, il fallait des solutions radicales. Il fallait pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. Donc le problème, c'est à quel moment on se retrouve contre la liberté. C'est assez compliqué, surtout dans un système qui est totalitaire. C'est-à-dire, c'est le paradoxe de ces révolutionnaires qui veulent imposer un État totalitaire pour créer une liberté. Qui est impossible. Qui est une abstraction complète. Puisque la liberté, ça ne veut strictement rien dire, surtout dans un État totalitaire. Mais on voit, dès le départ de la Révolution, que ce qui est l'empreinte du communisme démarre, puisque quel est le principe du communisme? C'est le totalitarisme d'État. Je veux dire, là, pour l'instant, ils sont partis, eux, avec une idée religieuse, l'être suprême, etc., comme ils mettront dans la Déclaration des droits de l'homme, comme qui ressemble étrangement au grand architecte de l'univers des loges, l'être suprême, etc. Donc on voit que ça, en fait, c'est quelque chose carrément qui était comique, quoi. Ces rituels religieux étaient comiques, c'était tout simplement pour remplacer les anciens, mais que, en fait, ce totalitarisme-là, en fait, petit à petit, deviendra laïcard, c'est-à-dire, je veux dire, athée. C'est-à-dire, c'est de l'athéisme pur qui suivra dans les prochains dialecticiens. Et très rapidement, puisque si tu reprends à Gracchus Babeuf, je vais te laisser reprendre. Donc juste avant, pour finir, la révolution, en fait, c'est
tout ce qui est révolution, c'est en fait tous ces gens qui veulent imposer l'État comme religion, ils ont besoin toujours d'une crise. D'ailleurs, Brzezinski le dit dans ses œuvres, on a toujours besoin d'une crise il faut des pour crises. changer. Voilà, D'accord. quitte à créer les crises. Voilà, quitte à créer les crises, on s'appuie sur une crise, on crée une crise, peu importe. Là, la crise de la Révolution, donc on veut changer la monarchie. Et Robespierre l'explique de toute façon, même dans ses discours, dans ses écrits. Pour que le peuple adhère à ses idées, la crise elle va se faire à travers une crise économique, financière, reprise de la monarchie, et les gens les poussent au chômage. Ah oui. Vu que d'une part, on interdit, on essaye de spolier tous les artisans et les boutiquiers, donc tous ces gens qui avaient du travail n'ont plus de travail. Bah, Les nobles sont oui. partis, donc forcément, ils faisaient quand même travailler une grande partie de la population, donc ces gens ne travaillent plus, Ils sont font dans partie de la misère. vie économique, quoi. Et comme on leur explique que de toute façon, toute cette crise est due à l'ancien régime, donc les gens, à un moment donné, adhèrent à ces idées. Donc, on manipule les masses, de cette façon, on peut amener à ces idées. Le problème, entre guillemets, pour eux, c'est qu'à un moment donné, les gens en ont marre. On se fait tuer, on se fait dénoncer par son voisin qui était avant son ami. Donc cette réaction va permettre... Disons que Bah, la permettre aux transformation brutale d'une société passe par l'éradication de cette même société, de tous les tissus sociaux qui la constituaient, et il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité une destruction totale qui puisse amener un grand bien. Et puis déjà, sous la Révolution, quand même, on essaye déjà d'éradiquer la civilisation, parce que l'instruction, on veut le faire que par l'État. Oui. On détruit, les premiers autodafés, enfin les gros autodafés ont lieu aussi pendant la Révolution, c'est-à-dire que tous les livres, on les brûle, les bibliothèques, on les interdit. Donc en fait, on veut vraiment ce que Platon voulait déjà faire dans la République, il écrivait déjà, que ce soit l'État qui gouverne tout. C'est-à-dire, donc, il n'y a plus de mariage, Voilà. c'est-à-dire la famille nucléaire n'existe plus, un Plus de mari, une famille. femme. Les enfants, à partir du moment où ils naissent, Ils appartiennent à l'État. l'État, donc on les instruit pour qu'ils puissent grandir de cette façon qu'ils adorent l'État. Mhm. Donc c'est, encore une fois, on revient de ça, mais c'est toujours la religion d'État qui prime. La religion. On reviendra sur Hegel, tout ça, mais toute cette théorie sera reprise tout au long du XIXe siècle on reviendra sur Marx, Hegel ou toutes les sociétés secrètes. Mais le but, c'est ça. On détruit tout pour reconstruire. Donc ce nouvel ordre mondial commence déjà dès la Révolution. Toutes ces idées, ces idéaux, concrètement, apparaissent à travers toutes les révolutions, que ce soit française, 1789, 1830, 1848, 1870, puis la grosse révolution russe, espagnole, tout ça, à chaque fois, on détruit la civilisation, on détruit toute la structure de la société pour essayer de mettre en place un État-providence Un qui, État- soi-disant, amènera le bonheur et l'égalité. et l'égalité. Sauf comme on dit, on constate, à part la violence, à part les massacres, bon, le peuple, il gagne pas grand-chose à travers tout ça. Le peuple n'y gagne pas, et en plus, à l'époque, il y avait une constitution sociale avec, de toute façon, si on reprend l'histoire de tous les grands hôpitaux de Paris, les Invalides, les 30-40, la Salpêtrière, enfin tous les grands hôpitaux de Paris qui étaient fondés par des ordres religieux qui se retrouvent. D'ailleurs, on a des constats qui datent de toute la France où tous les hôpitaux arrêtent de fonctionner. Que ce soit, on a des appels au secours de tous les hôpitaux de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de partout. On leur dit, mais on n'a plus rien. C'est-à-dire, vous avez interdit les congrégations religieuses, vous les avez massacrées, mais vous n'avez rien mis à la place. Donc, il y avait, bon, alors après, on peut aimer ou pas aimer, ça c'est pas, on va essayer de rester relativement neutre, mais si demain on décidait de faire, supposons, une contre-révolution, on dirait, oui, le système aujourd'hui, la médecine, c'est des cartels, c'est de la saloperie, on ne pourrait pas le détruire s'il n'y a rien à la place, parce que c'est une nécessité, c'est une évidence. Et donc, quand on détruit un tissu social, avant de le détruire, il faut déjà avoir quelque chose pour le remplacer, ce qu'on n'a jamais eu les révolutionnaires. C'est-à-dire, eux, ils cassent tout, mais ils envoient des idées, mais dans les faits, il n'y a rien. Puisque, en fait, Ils ne sont pas programmés pour ça, de toute façon. donc ils ne sont pas programmés pour ça. Ils sont programmés. Alors, qu'est-ce qu'on constate aussi à la Révolution française, comme par hasard? Au lieu de créer une égalité, on voit disparaître assez rapidement un tissu social,
créé par trois ordres, hein. Il y avait le clergé, la noblesse et le tiers d'État, dans lequel il y avait tous les bourgeois, les artisans, les commerçants, et ce sont comme par hasard, tous ces gens qui vont s'enrichir de la Révolution, parce qu'il y a des gens qui se sont enrichis, qu'on retrouvera dans les grandes familles synarchiques, bancaires, etc. Alors comme par hasard, alors dans les faits, on peut encenser cette révolution si on veut, on peut encenser des grands idéaux. Parce que voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que les idéaux sont magiques, sont beaux, forcément ça attire. Quand on te dit que tout le monde va être riche, c'est intéressant. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un monde où celui qui possède va donner de bon cœur tout son bien à un inconnu? À l'État, pour qu'il redistribuer. D'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui le cas de tout, parce que bon, il y a le gag de Pardieu, mais c'est tous les gens aujourd'hui qui font des déclamations d'amour, ils se cassent tous ailleurs, hein. Ils n'ont pas envie de donner tout leur bien, ça n'a jamais existé. Mais bon, petit à petit, là, on avance un peu vite, on dira simplement qu'à cette époque-là, comme par hasard, il devrait y avoir une première alerte, à se dire, bon, on a fait une révolution égalitaire, mais il y en a qui ont été plus égaux que d'autres, qui se sont éhontément enrichis, et très rapidement. Ils sont bien servis. Donc pour en finir avec la révolution, on va parler rapidement de Babeuf, de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf. Alors pourquoi Gracchus? Bon, ça peut être intéressant dans le sens où, dans l'histoire officielle, on dit Gracchus parce que, soi-disant, il voulait faire des réformes agraires. Donc on reprend toutes ces idées des premiers Gracques, c'est-à-dire Tiberius et Caius Gracchus dans les moins 133 pour Tiberius et moins 123 pour Gracchus, qui étaient, eux, par contre, voulaient vraiment refaire une distribution des terres qui appartenait à la famille des patriciens. Les familles patriciennes romaines. Voilà, pour leur distribuer vraiment au peuple. Sauf que là, Babeuf, lui, il n'est pas tout à fait vraiment dans cette direction-là. Non. Puisque lui, il veut vraiment casser tout, mais pas pour redonner aux paysans, pour redonner à l'État. Voilà. Donc tous les paysans qui avaient quand même des terres sous la Révolution, on les spolie. C'est déjà la première mise en place du système des kolkhozes. De toute la collectivisation de la société, des terres. C'est ce qui sera repris plus tard par le communisme. C'est pour ça qu'on peut dire, on peut le considérer comme un des pères de l'idéologie communiste. De toute façon, je crois que c'est la 3e internationale où c'est Lénine qui la lance, on cite Babeuf comme exemple. Mais je crois qu'ils ont le babouvisme. Hein. Ils s'inspirent, ils disent clairement, on doit faire comme Babeuf. Voilà, ce qu'a dit Babeuf, c'est sa vérité. Donc, pour venir sur Gracchus, sur ce terme Gracchus, quand il était en prison, on sait que Babeuf, il a fait quelques rencontres. Oui. Donc, pourquoi Gracchus? En fait, tous les illuminés de Bavière se donnaient tous un petit surnom. Donc la plupart c'était romains ou grecs. Weishaupt, il s'appelait Spartacus, comme par hasard. Voilà, le fondateur des illuminés de Bavière, Adam Weishaupt, s'appelait Spartacus. Bon. Donc on pense que plus tard, ce système sera repris également par la haute vente, qui est également une société secrète, où ils choisiront d'autres noms. Des surnoms. Toujours des surnoms. Donc Gracchus, au contraire de Robespierre, comme on a dit tout à l'heure, on pense qu'il était un peu... Même si ses idéaux ont suivi cette direction des illuminés et des encyclopédistes, Gracchus, lui, était vraiment dedans, quoi. Oui. Et la différence de Gracchus avec Robespierre, c'est Gracchus, soit on le prenait pour un fou, bon, il est sûrement un peu pas illuminé, mais allumé, on peut dire, un petit jeu de mots un peu simplé. Ouais. Il était alluminé. Alluminé, voilà, c'est ça. Et à travers ça, donc Gracchus, au début, il veut pas reprendre toutes les idées de Robespierre parce que il n'a pas encore été en prison, il n'a pas encore fait ses rencontres. Il est un peu idéaliste aussi. Il se dit, ouais, quand même, Robespierre, il a été loin dans la terreur. Cette dépopulation, quand même, ça allait loin. Et quand il sort de prison, quand il va faire la conjuration des égaux avec Buonarroti notamment, d'ailleurs il écrira le manifeste des égaux, tout le monde peut le trouver, où il explique clairement en fait que, voilà, la société, pour que ça fonctionne, la dépopulation, on en a besoin. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ils ont toujours de toute façon trouvé qu'il y en avait trop. C'est pas pourquoi d'ailleurs. Donc imaginez maintenant. Bon. Donc Gracchus, il va mettre en place la conjuration des égaux pour faire un coup d'État, qui était prévu en mai 1796.
Seulement, donc, il avait fait un petit cercle d'initiés, hein, Ouais. c'était 5 ou 6, alors je me rappelle plus trop des noms, mais dedans il y avait Grisel. Alors Grisel, lui, c'est celui qui va dénoncer le complot à un directeur du directoire, hein, à Carnot. Là, On va faire une petite coupure. On va faire une petite coupure parce que là, on a L'ours qui revient. encore l'ours qui revient nous embêter. Il faut que je le calme. Ok. Donc, petite coupure.